Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau Déo et Débat pour ce dernier rendez-vous de la saison, rendez-vous en direct avec nos invités pour commenter le monde qui nous entoure. Ce soir, bien sûr, on parlera de politique, on parlera de la France, on parlera aussi des catholiques dans tout ça, avec ceux qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre sur ce plateau. Tugdual Derville, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, Tugdual. Alliance Vita, courant pour une écologie humaine qui publie un livre. Oui, pour une société de biens communs. Donc, c'est 21 contributions de personnes qui racontent dans leur domaine d'activité ce qu'il faudrait faire pour que tout l'homme et tous les hommes soient vraiment respectés. On peut se dire que chacun d'entre nous, peut-être, on pourrait contribuer pour essayer d'assumer notre vocation politique finalement sans attendre un leader providentiel. C'est un peu le sens de ces publications. Et où est-ce qu'on le trouve ? Eh bien, au Courant pour une écologie humaine, on peut s'informer sur notre site et puis le commander. Merci Tugdual d'être là. Avec nous aussi Jean-Marie Andrès. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Confédération nationale des associations familiales catholiques, les AFC qui sont aussi regroupées à l'échelle européenne en une fédération européenne qui a fêté ses 20 ans. Oui, la fédération a 20 ans. Nous l'avons fêtée à Rome. Le pape a trouvé que c'était une bonne idée, non seulement de fêter ça à Rome, mais d'avoir 20 ans sur ce thème, donc des associations familiales de niveau européen. Et il nous a reçus, on a été évidemment très touchés, et il nous a encouragés à continuer. Donc je passe le message à tous les spectateurs, il faut impérativement nous aider, parce que nous avons besoin de beaucoup de tonus derrière nous pour travailler au niveau européen, échanger sur les sujets familiaux entre familles, pas seulement françaises. Merci Jean-Marie d'avoir une fois de plus rejoint le plateau Déo et Débat. On accueille aussi un nouvel invité ce soir, Paul Picaretta. Bonsoir Paul. Bonsoir. La revue Limite, directeur général de la revue Limite, 7e numéro, c'est ça? Voilà, il sort la semaine prochaine. Le petit 7e arrive. Ça s'appelle Le temps de vivre, comme la chanson de Moustaki. Hein, on la chantera à la fin de l'émission. On prend beaucoup sur toi et sur Guillaume pour ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on raconte dans ce beau numéro? Le temps de vivre, en fait, c'est une grande enquête sur tous ceux qui ont décidé de prendre le temps de ralentir dans leur vie. Donc, on est même allé voir des monastères, on est allé voir des enseignants, tous ceux qui décident de travailler autrement, de vivre autrement. Donc c'est un peu des ermites, des escargots, comme nous on les appelle. Des gens qui vivent dans le monde, mais qui ont envie de dire stop, ça va trop vite pour moi, c'est pas à ma mesure, on va aller plus doucement. Voilà, donc on fait une grande enquête là-dessus, et c'est un très beau numéro pour les vacances, à lire sur la plage ou en montagne. Voilà, et si on n'est pas abonné, ça se trouve dans les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies, voilà. Guillaume de Prémar, bonsoir. Bonsoir Philippine. Du côté d'Ictus, quoi de neuf? Quoi de neuf? Nous prendrons le temps de vivre cet été du côté de la Sainte-Baume, puisque nous sommes partenaires de l'université d'été de la Sainte-Baume, organisée par le diocèse de Fréjus-Toulon, sur le thème du libéralisme. Le libéralisme est-il un problème ou une solution? Et nous recevrons, la Sainte-Baume recevra pas mal d'invités, de conférenciers, à l'occasion de tables rondes, dont Paul Picaretta qui sera présent, Yves Tréhard, Mathieu Bock-Côté, le Québécois, et de nombreuses personnes qui viennent discuter de cette question qui est très importante, qui est celle du libéralisme et qui nous intéresse beaucoup. Et ça se passe quand? Et ça se passe du 23 au 26 août, donc à la Sainte-Baume, au pied de Marie-Madeleine. C'est magnifique comme massif en plus. Merci Guillaume de nous avoir rejoints. Merci aussi à Erwan Le Moredec, également connu de certains sous le pseudonyme de Cause sur les réseaux sociaux. Bonsoir Erwan. Bonsoir Philippine. Merci d'être là. Mais je t'en prie. Une actualité particulière? Non, je suis heureux d'être sur le plateau de KTO avec amitié. C'est mon actualité du moment. C'est sympa d'être là. Cela dit, pour ceux qui suivent un peu tes publications et tes écrits, l'actualité politique du moment t'a quand même inspiré à plusieurs reprises ces derniers temps. Ça n'a pas pu manquer, oui, c'est sûr. Donc oui, j'ai un blog causetoujours.fr avec un K, un O et un Z. Et donc voilà, ça c'est l'actualité régulière, surtout en ce moment, c'est certain. Et alors commence, du coup. Quel regard tu portes sur l'Assemblée assez univoque qui s'annonce? On est encore au moment où on fait cette émission avant la publication des résultats. Pour autant, c'est difficile de croire que ce sera très différent de ce qu'on attend. Il y aura manifestement une majorité immense. Qu'est-ce que tu en penses?
Ça a l'air d'être même, non seulement d'être immense, mais de se confirmer et voire de s'amplifier. A priori, même si on peut espérer que dans certaines circonscriptions amies, il y ait une petite remontée, un petit réveil, malgré tout, en tout cas ce qui est annoncé, c'est plutôt une amplification. Donc on s'oriente vers effectivement une assemblée avec 450 députés du même parti. Après, du même avis, c'est pas gagné, parce que nous, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent, et je ne suis pas certain qu'ils sachent tous exactement ce que pensent les uns et les autres. Donc ça va peut-être nous réserver un quinquennat amusant, parce que de fait, il y a quand même, pour le moment, on était déjà un peu dans l'inconnu avec Emmanuel Macron. Avec les députés, c'était encore plus prononcé. Il y en a quand même quelques-uns. Je pense même que d'ailleurs, certains ont été investis sans imaginer qu'ils puissent être élus. Je pense que personne, même chez En Marche, n'aurait pu imaginer avoir 450 députés, et que du coup, certains étaient là pour être candidats dans toutes les circonscriptions, mais ils sont peut-être même surpris d'en voir certains, dont on voit passer les vidéos et qui sont par moments... soulignent quand même qu'avec un niveau de compétences apparemment assez relatif, on peut virer en tête avec 30-35% des suffrages au premier tour. Il y a ce phénomène qui se produit, alors on va sans doute le commenter. On entend aussi beaucoup de gens qui se réjouissent d'un renouvellement de la classe politique, et de dire ok, on a vu les vidéos de gens qui manifestement ne connaissent pas très bien ni le rôle du député, ni le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Pour autant, au moins, ça ouvre grand les fenêtres, ça apporte un énorme bol d'air frais, et ça permettra peut-être d'avancer différemment ou de construire différemment. Oui, on peut toujours le croire, ou on peut toujours le supposer, mais ça reste une rhétorique quand même. Puisqu'on parle de Macron, la situation est assez claire. Dimanche, pour lui, pour Emmanuel, c'est vraiment le temps de la moisson. Donc, si on devait trouver une chanson pour Emmanuel Macron, qui a cet air messianique, pouvoir christique, c'est-à-dire un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, les ouvriers. Qui fait du bruit sur les réseaux sociaux, Cato, en ce moment d'ailleurs. On en est vraiment là. C'est-à-dire que le Macron devient le sauveur. N'importe quel âne avec une pancarte Macron autour du cou peut être élu. Erwan parlait de quelques candidats baroques en termes de compétences. Il y a une perle au niveau de la 7e circonscription de Lyon que je conseille à chacun. Et on se retrouve dans cette situation qui est massive. Il y a une macronisation massive et qui passe aussi par une macronisation passive, en ce sens où les études de sondeurs ont montré qu'il y avait une abstention, ce qu'ils appellent une abstention différenciée, c'est-à-dire qu'il y a davantage d'abstention chez les électeurs de la France Insoumise, du Front National, ou le socle électoral, la partie du moins la plus populaire du Parti Socialiste. Et du coup, ça donne cette situation électorale, non pas inédite, mais quasiment inédite. Et Macron se retrouve le Messie, et en face de lui, il n'y a quasiment pas d'opposition, où il y a une opposition qui réclame qu'on lui donne le moyen d'être une opposition, c'est-à-dire des députés, mais qui n'a pas de contenu. Il y a une droite qui est une droite zombie. La droite a fait campagne sur la CSG. C'était le seul socle commun qu'a trouvé la droite pour faire campagne. J'en ai pas vu d'autres. Ils étaient d'accord pour dire qu'il fallait pas de CSG pour les retraités. C'est la zombification, je dirais, de l'opposition de la droite, et toute forme d'opposition. Justement, c'est-à-dire que la victoire des uns, ou en tout cas cette vague, c'est peut-être d'abord la faillite des autres. Oui, mais la faillite des autres est accentuée par le coup politique extraordinaire de Macron, qui est un homme d'une grande intelligence, d'une grande habileté. Comme on dit, les planètes se sont alignées pour lui. Il a très bien perçu que la manière dont elles pouvaient s'aligner. Il a un grand sens prospectif, je pense, et que faut pas sous-estimer cet homme et ses capacités. On l'a déjà dit d'ailleurs ici il y a un mois, et il montre cette capacité dans cette manière de prendre le pouvoir. Après, la question, c'est avoir la capacité de gouverner compte tenu des défis qui l'attendent. C'est sans doute une vision un peu pessimiste. Moi, je reste très attentiste, c'est-à-dire pas ouvert, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais attentiste, le fait est que les Français, s'ils sont nombreux à voter Macron, c'est parce que, visiblement, ils aspirent à du renouveau. Alors, chacun est libre de penser que le renouveau existe ou pas. Ça, de toute façon, on aura 5 ans pour le vérifier. Donc, alors, il y a une forme de renouveau qui n'est pas non plus aussi complet qu'on veut bien le dire, parce que
je trouve qu'en matière de renouveau, on a quand même des problèmes de financement de partis qui se sont tout de suite posés avec notamment un parti du centre que je nommerai pas. Donc le renouveau, il se fait quand même dans une continuité assez forte. Avec des petites bévues dans la communication. Donc je trouve que de ce point de vue-là, pour l'instant, le renouveau, il gagnerait à s'affranchir. Mais en même temps, oui, c'est une attente des Français qui sont, à mon avis, qui analysent le fait qu'il y a quand même des grands besoins de traiter des problèmes. Je ne dis pas de renouveau, moi, de traiter des problèmes. Pour l'instant, les partis classiques s'y sont cassés les dents. Et puis, et de ce point de vue-là, ceux qui votent pour Macron sont d'accord avec ceux qui ne votent pas pour Macron, puisqu'en fait, l'abstentionnisme n'a jamais atteint de tel niveau. C'est même étonnant, en fait, c'est la victoire de Macron qui, à ce point, accentue l'abstentionnisme. C'est du jamais vu, mais ça exprime la même chose. Ça exprime quoi? Ça exprime que, finalement, dans la logique d'un quinquennat, il y en a un qui a gagné, on sait bien qu'il aura la majorité, on va le laisser faire, voir un peu ce qu'il est capable de nous donner, mais avec un énorme scepticisme, parce que l'abstentionnisme, il est soi-disant différencié, ça je comprends, mais il concerne également ceux qui ont voté pour Macron au moment des présidentielles ou qui ont voté pour Fillon, etc. Donc c'est une donnée générale, ce qui prouve qu'il y a vraiment finalement deux formes de l'attentisme. L'une qui est on va donner le chèque à Macron, comme ça il ne pourra pas dire qu'il n'avait pas les clés en main. Et puis ceux qui se sont mis sur le bord de la route en disant maintenant, apparemment, comme c'est nouveau, on va regarder comment ça donne, quoi. Je ne suis pas sûr d'être beaucoup plus optimiste finalement que vous. Pas certain. C'est une forme de résignation que vous décrivez aussi. Je vois que Philippine me fait un clin d'œil, du coup j'embraye. J'ai l'impression que cette espèce de monarchie sans roi ou avec une sorte de président absolu, c'est quand même ce qui arrive. Il y avait un bipartisme, maintenant il y a une sorte de monopartisme. Alors d'un côté, moi j'ai l'impression que la personnalité de nombre de députés de la nouvelle vague est quand même un peu stupéfiante. Ils sont élus non pas sur leur identité personnelle pour la plupart, mais uniquement sur l'étiquette qu'ils ont. Alors du coup, il y a beaucoup d'incertitudes et peut-être aussi une forme de liquéfaction de la politique. La plupart des partis ont éclaté et sont en train de se réinterroger sur leur avenir. Et le parti dominant n'en est pas vraiment un, finalement. On ne sait pas vraiment ce qu'il veut. On sait un peu ce que Macron veut sur certains domaines, mais nous, on a rencontré avec Ars Vita 200 candidats, dont à peu près une trentaine d'En Marche, et leurs options sont assez variées, finalement. Beaucoup ont une option, disons, assez libérale, libertaire, que nous craignons, mais quelques-uns ne l'ont pas. Voilà. Alors, nos amis sont éliminés. Nos ennemis le sont aussi pour la plupart, si je parle de nos adversaires sur nos sujets. Et là, on a une immense incertitude. Mais il y a un signal faible, moi, que je vois et qui me préoccupe, c'est le parti animaliste qui aura un financement public. Et je trouve que ça augure bien de cette vague, au fond, de perte de repères sur qui est l'homme. Il n'y a pas vraiment de fondamentaux anthropologiques derrière cette mutation. Les fondamentaux anthropologiques ont largement été abandonnés par les républicains entre ce qui était le programme de Fillon et ce qui est devenu ensuite, pour ce qu'on avait comme petit zeste d'anthropologie, même éclatement du côté du Front National, même vacuité du côté des socialistes. Peut-être que c'est Mélenchon qui avait peut-être une réflexion anthropologique un peu plus intellectuellement poussée. Et le résultat, quand même, c'est effectivement une incertitude. Mais chez les Français, je pense qu'il y a une sidération extrêmement grande, qui n'est pas loin de la désespérance, derrière l'abstention, pas loin d'un attentisme qui peut se retourner extrêmement vite. Si je ne sais quoi advient, est-ce qu'on peut tenir une majorité de 400 personnes pendant 5 ans? C'est impossible. Inévitablement, on le sait, une majorité obèse, entre guillemets, est plus compliquée à gérer pour un président. Et donc, on peut s'attendre à beaucoup de choses, à des mouvements sociaux dans la rue, à des tensions. Et de ce fait, c'est vrai que l'ouverture que je partage avec Jean-Marie, il y a peut-être des ouvertures assez positives, mais il y a aussi des vraies inquiétudes, je pense, sur la situation sociale de notre pays dans les années à venir, parce qu'il n'y aura pas d'opposition structurée, il y aura des oppositions disons, contrastées et antagonistes qui vont laisser un boulevard au macronisme dont on ne sait pas ce qu'il est vraiment. On n'a pas encore entendu la voix de Paul, mais je voudrais juste rappeler à vous qui nous regardez que vous pouvez aussi intervenir dans le débat via les réseaux sociaux et notamment sur Twitter avec le hashtag Déo et Débat. Donc n'hésitez pas à participer à cet échange. Paul ? Pour moi, la politique, elle ne se fait pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, là, on parle, on essaye de parler, d'avoir un discours théorique, etc., d'analyse. Mais c'est déjà soit trop tôt, soit trop tard. Donc c'est toujours très difficile de
d'avoir un discours qui soit réellement politique à ce moment-là. La politique, elle se fait une fois qu'il n'y a plus d'enjeu, ou du moins qu'il n'y a plus d'enjeu de nature médiatique. La politique, elle se fait 3 ans avant une élection, 2 ans avant. Elle se fait à chaque fois qu'il y a une association qui se dit tiens, il y a un vrai sujet à développer, etc. Et on va peut-être faire pression sur un parti, mais c'est peut-être pas la finalité d'investir le parti. Voilà, c'est ça la politique. C'est vraiment quelque chose de concret, des prises de conscience. On se met ensemble pour construire une maison ensemble, un projet. Et voilà, donc là, on arrive tellement tard. On est sur des décombres, puisque Macron, de toute façon, c'est quoi ? C'est l'anti-politique. C'est un non-choix. C'est quelque chose qui s'est imposé du haut. C'est la France des villes, la bourgeoisie des villes, qui s'impose à tout le monde, comme ça. C'est déjà trop tard pour la majorité des gens qui, quand ils regardent leur télé, ils se disent bon, ben, on n'a pas le choix, on est foutu. Enfin, voilà, c'est pas défaitiste, c'est vraiment un constat. Hein. Oui, mais de fait, au niveau local aussi, hein, puisqu'on parle de vraie politique, entre guillemets, en tout cas si je comprends bien, c'est assez surprenant ce qui se passe aussi en ce moment, de voir des élus qui sont hyper implantés localement et de fait, quelles que soient leurs options et leurs partis et leurs appartenances, très dévoués à la population qu'ils servent et qui se sont pris une claque extrêmement importante et d'une certaine manière injuste si on se place par rapport à leur dévouement et à leur service. On a eu quand même quelques exemples de personnes locales qui sont là depuis si longtemps et qui ont un discours aussi légitime. Parce que c'est ça quand même le fond du problème, c'est que c'est la question de la légitimité. Face les gens qui étaient sur la liste de Macron, souvent on a l'impression qu'ils ne sont pas légitimes. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. On voit des noms défiler, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait bon. Et pourtant il gagne. Et donc en face, j'ai l'impression que si les personnes qui se présentent contre les listes Macron, j'ai l'impression qu'ils ont l'obligation d'être surlégitimes. On a des exemples, on a eu François Ruffin dans la Circo d'Amiens, par exemple, qui est avec les ouvriers depuis des années. Il n'a pas commencé sa campagne il y a 6 mois. Sa campagne, il a commencé il y a 10 ans. C'est un journaliste de terrain. Il s'est dit, en fait, mon combat, il est légitime. Maintenant, si je fais de la politique, mais ce n'est pas moi qui décide de faire la politique. C'est les gens qui sont venus me voir en me disant, écoute, ça fait 10 ans que tu es avec nous. Ça fait 10 ans que tu essaies de régler nos problèmes. Maintenant, en fait, c'est à toi fais plus journaliste. Maintenant, tu fais de la politique. C'est toi le légitime. Donc il y a, voilà, la première question, c'est celle de la légitimité. Et locale, forcément. Quand on parle d'une présidentielle, on en oublie la base, c'est comment on arrive à ce statut-là présidentiel. Il faut gravir les échelons, bien sûr, il y a des compromis, mais il faut drainer avec soi un village, un quartier, une petite ville, un état d'esprit, etc. Donc tout ça, ça se fait sur le long terme, et ça part forcément du bas. Sinon, je pense que on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des choses complètement fictives et des contre-pouvoirs qui n'en sont pas. C'est l'ubérisation, finalement. Oui. Ce que décrit Paul, c'est l'ubérisation de la politique. Et le recrutement, au fond, quand on recrute pour nous-mêmes, pour nos notions d'une personnalité, on rencontre, on travaille, ça prend du temps, il y a une période d'essai, c'est complexe. Et on se trompe parfois. Là, le recrutement s'est fait dans un mode totalement bizarroïde, pour aboutir à des recrutements pour lesquels on peut supposer qu'il y aura quand même d'assez nombreuses surprises mauvaises. Oui, puis tu me dis, elle parle d'ubérisation, et puis on va l'avoir, l'ubérisation pendant 5 ans, l'ubérisation de tout. On va y revenir certainement. Mais... On ne peut pas être aussi pessimiste quand même que ça. Je pense que même si l'abstention qu'il y a eu, c'est aussi parce qu'il y a des personnes tout simplement qui ne partagent pas les options initiales d'Emmanuel Macron, mais qui voient ce qu'il fait et qui se disent je ne suis pas fondamentalement d'accord. Est-ce que je suis à ce point en désaccord que j'ai envie de me déplacer pour le dire ? Non. On a eu pendant des années, moi je trouve presque amusant, voire cocasse, de voir que justement, on parlait du FN et de la France Insoumise. Ils nous ont joué le dégagisme pendant des années. Mélenchon nous a dit qu'ils s'en aillent tous. Le FN nous a dit c'est l'UMPS. Et les électeurs ont compris, ils ont dégagé tout le monde, mais pas de chance, pas votre profil, les gars. Donc là, oui, on a discrédité tout le monde pendant des années. Aujourd'hui, effectivement, on a de nouvelles personnes. Et même si j'ai commencé effectivement sur ces candidatures qui sont problématiques,
on ne peut pas non plus par principe exclure les bonnes surprises. On va aussi en avoir. On ne peut pas oublier ou ignorer non plus que, l'un de vous le soulignait tout à l'heure, il y a aussi une proportion assez importante de candidats En Marche qui sont des vieux briscards de la politique et qui étaient, pour la plupart d'entre eux, au Parti Socialiste il n'y a pas très longtemps. Il y a du recyclage. Il y a du recyclage. Il y a du C'est le fait du roi. Le recyclage est le fait du roi. Et ça, c'est quand même un peu particulier. Je pense que ça procède. Je comprends ce que dit Paul, qui fonde, ou en tout cas qui essaye de proposer une légitimité à l'élu à partir de son implantation locale, d'une expérience locale. Mais le XXIe siècle, c'est pas ça. Aujourd'hui, d'abord, le politique, qu'est-ce qu'il fait ? Il est toujours à Paris. Regardez les blogs des élus, c'est très difficile d'être député. Il s'occupe toujours de choses qui intéressent assez peu, en fait, ses mandants. Assez peu. Quand on vote une loi travail, c'est quand même quelque chose qui est à grande distance, en fait, des gens qu'on peut côtoyer quand on vient à sa permanence. Et donc, moi, je comprends qu'il y en ait qui pleurent parce qu'ils trouvent que leurs électeurs sont ingrats, mais en même temps, c'est juste la manifestation, d'un côté, du fait que la classe politique existante est en échec objectif. Pas depuis 5 ans, depuis peut-être 20 ans, je ne sais pas quoi. Donc, que les Français finalement finissent par les bouder, c'est juste la moindre des choses. Qui sont une ingratitude, je le comprends aussi, parce que c'est vrai que beaucoup d'élus, objectivement, travaillent, approfondissent leur sujet, etc. Mais enfin, comme le bilan n'est pas très positif, c'est comme ça, c'est malheureux perdant. Je le dis avec beaucoup d'amitié, encore une fois. Et puis, le grand paradoxe, c'est que du coup, ça pousse le Français à accepter une espèce d'inconnu, à jouer le pari, puisque finalement, ils ont perdu depuis 20 ans. Et ben, on va parier sur n'importe qui, en fait. Et il y a une énorme prime, en fait, à l'étiquette, parce que c'est vrai que la légitimité, sur le papier, les gens sont rigolos, sont intéressants, sont des vieux briscards, sont des tout nouveaux. S'ils ne sont pas trompés sur les affiches, en tout cas, puisque tous les candidats sont à côté d'Emmanuel Macron, eux-mêmes ont ce qui permet signé un papier. d'identifier. Ils ont même signé un papier dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils soutiendraient le président. Et ça, c'est quand même contraire à notre système d'équilibre des pouvoirs, pas de mandat impératif, liberté de conscience des parlementaires. Moi, je vois là une sorte de troupeau qui va devoir voter dans un certain sens. Et inévitablement, à un moment donné, heureusement d'ailleurs, il y en a qui vont vouloir quitter ce sens unique qui ne correspondra pas à des convictions fortes qu'ils auront. Et donc, je pense qu'on va découvrir quand même des soubresauts qui ne seront pas... Comme ils sont nombreux, il peut y avoir de la perte en ligne au passage. Je crois que Paul Picaretta a raison de souligner l'importance de la question de la légitimité. On cherche cette légitimité. Je crois que dans le phénomène politique Macron, la légitimité est personnelle. Tugdual parlait de monarchie. Je crois qu'il a cette vision de la verticalité du pouvoir. J'en suis même sûr, il l'a dit lui-même, il l'a écrit. Donc la légitimité des candidats macroniens, c'est Emmanuel Macron. Lui-même, sa personne. Quand on dit l'étiquette, j'ai une pancarte, la République en marche, c'est une pancarte Macron, en fait, si je veux corriger ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est vraiment ça. Et je crois que cette question de la légitimité, elle est essentielle pour les années qui viennent et pour l'avenir même de la politique. On parlait d'abstention, macronisation passive par l'abstention, mais c'est aussi une forme de résistance passive, parfois. L'abstention, ça peut être aussi une forme de contre-pouvoir. Parce que si l'abstention est telle que la légitimité n'est plus là, il y a une forme de contre-pouvoir. Moi, dans ma circonscription, il y a 2 candidats macroniens. Un UDI et La République En Marche. Je me dis, si je m'abstiens, c'est une forme de contre-pouvoir par rapport à ça, par exemple. Alors que si je vote blanc et que le blanc n'est pas compté comme suffrage exprimé, ça n'est pas une... Mais je crois que cette question de la légitimité va surveiller de près l'évolution des choses, mais elle se pose aujourd'hui, elle va continuer à se poser. Et c'est parce que Macron a compris que la légitimité était en cause de la politique telle qu'elle se faisait, qu'il s'est dit, je vais remettre la verticalité, la transcendance et la figure monarchique, la figure du père. Voilà ce qui est quand même très conforme à notre 5e République. Enfin, au final, on se pose la question de la légitimité. Les autres l'ont pas incarné. Mais oui, voilà, on a quand même... Enfin, à un moment donné, on ne peut pas ne jamais être content. On a eu, à un moment donné, une hyper-présidence dont on ne voulait pas, et on disait, c'est pas l'esprit de la 5e République. Normalement, on distingue le président de la République et le Premier ministre. On a eu une hypo-présidence pendant les 5 dernières années. Et là, on a quelqu'un qui, en 4 semaines, parce que là, on ne peut parler que de 4 semaines d'exercice, mais en 4 semaines, quelque part, exerce la présidence de la République selon les institutions de la 5e République de façon assez logique. Et quand on parle d'inconnu, moi, j'ai quand même envie de me réjouir du fait que dans notre période contemporaine, en France, quand on part dans l'inconnu,
c'est pas pour voter le Brexit ou pour élire Donald Trump. On a élu Emmanuel Macron. Bon, il y avait peut-être mieux, mais dans le climat actuel, je trouve qu'on fera avec. Oui. Alors, ceci dit, le chrétien aujourd'hui, il faut qu'il se pose des questions un peu concrètes, parce que c'est vrai que ce qu'on vit est un peu nouveau, et donc ça nous conduit, à mon avis, parfois à un peu phosphorer. La vie est assez simple, je crois. Nous avons un président qui va avoir une grosse majorité, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il n'aura pas besoin d'utiliser le 49.3, donc ça va changer un petit peu quand même de ce point de vue-là. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas non plus laisser penser que la France serait une espèce de pays sans contre-pouvoir. Et de toute façon, on commence quand même par des morceaux de choix, parce qu'il va y avoir des ordonnances sur des lois de travail. Je suis désolé, mais ça... Soit le dispositif politique que nous avons du mal à cerner est à même d'expliquer et de convaincre des tas de gens qui ont peut-être bien envie de descendre dans la rue, me semble-t-il, en quoi, en fait, ce qui va leur être proposé, c'est mieux. Ça va leur permettre de trouver plus souvent du travail. Ça ne va pas forcément donner du pouvoir supplémentaire à des patrons odieux. Expliquer peut-être que les patrons ne sont pas tout à fait tous odieux. Enfin, il y a quand même des tas de défis de com qui ne vont pas être simples et qui ne vont pas juste se régler parce que l'Assemblée est alignée. Hein. Donc, les enjeux politiques, ils vont rester quand même tout à fait intacts, et les leviers d'action, y compris de ceux qui sont abstenus, ils vont également exister. Alors, Guillaume a employé le mot de transcendance tout à l'heure. Il y a quand même une question aussi pour ceux qui nous regardent et pour nous ici chez KTO, c'est quid de l'engagement des chrétiens en politique, des catholiques en politique, et quid de la visibilité de cet engagement ou d'une étiquette d'un vote catholique. On a analysé pendant la campagne présidentielle, après le naufrage des espoirs de François Fillon, ce qu'il était advenu de ce côté-là. Mais maintenant, quel regard vous portez là-dessus ? Est-ce qu'il y a une nécessaire visibilité des catholiques en politique ? Est-ce qu'il y a un engagement ? Est-ce qu'il est plus divers qu'on a essayé de le penser ou de le montrer au cours des derniers mois ? Comment est-ce que vous regardez ça les uns et les autres ? Cause, tu as écrit là-dessus. Oui, parce que je pense que effectivement, on a eu un moment, on a eu le moment Manif pour tous, qui nous a fait penser peut-être qu'il y avait un retour, que finalement la France qu'on voulait, la France qu'on rêvait, c'était son moment, et ça revenait. Bon, ce qui, à mon avis, nous amène à raisonner assez régulièrement à côté de la plaque, parce que quand on nous parle, enfin, dans certains des milieux qui ont suivi le mouvement, on parle assez facilement du pays réel. Je pense qu'on est, nous catholiques, trop souvent déconnectés du pays réel, déconnectés de ces vrais sujets. Et au final, l'idée de savoir s'il faut être visible en tant que catholique est totalement indifférente à la quasi-totalité de la population. Et quand on voit que dans un certain nombre de circonscriptions que l'on pouvait imaginer les plus favorables aux catholiques, à des candidats catholiques qui auraient participé à la Manif pour tous, quand on voit les résultats à Rambouillet, où Jean-Frédéric Poisson est malheureusement en dessous de 20%, ce qui est quand même dramatique. Imaginez, enfin, c'est le député sortant, c'est un député que tout le monde se reconnaît à considérer comme un député compétent, travailleur, etc. Mais il est à 20% dans une circonscription où, enfin, j'ai des amis qui y habitent, même l'institutrice fait le catéchisme. Quand on voit à Versailles, c'est En Marche qui est largement devant. Donc, au bout d'un moment, toutes nos cogitations... Est-ce que c'est pas aussi une identification du vote catholique à un positionnement politique particulier entre Sens commun, la Manif pour tous? Tous les catholiques en politique ne sont pas de droite conservatrice. C'est que justement aussi, pendant un certain nombre d'années, on nous a expliqué qu'il fallait nécessairement qu'on aille récupérer des voix, qu'on aille voir à la droite de la droite. Vous avez eu d'abord, ça c'était pas les catholiques, mais vous avez d'abord eu Sarkozy qui l'a fait. Il a gagné une élection sur un positionnement comme ça, c'était en 2007. Pendant 10 ans, il a perdu toutes les autres. Et les catholiques, depuis quelque temps, cherchent un peu à la droite de leur droite,
Manifestement, ça ne fonctionne pas. Parce que même dans ce type de circonscription, l'effet que certains nous présentent comme quasi irrésistible, vous avez Guillaume Bernard qui nous parle de mouvement d'extrogir, où on devrait croire que la droite monte inexorablement et que l'opinion se droitise. Manifestement, si là il y a un mouvement, le mouvement En Marche le balaye comme un fétu de paille. Ça ne dure pas longtemps. Je ne suis pas d'accord avec Erwan sur cette question-là. Les catholiques, majoritairement, principalement, ne recherchent pas la droite de la droite. Je pense que ce n'est pas exact. Peut-être qu'on peut avoir une vision un peu déformée aussi, attention, sur les réseaux sociaux, avec les débats qu'il y a, les personnes surinvesties, surengagées. Je pense que reforme cette vision. Sociologiquement, le catholicisme ne recherche pas la droite de la droite, puisque on parle de vote catholique, c'est une sociologie, en fait, la question. La sociologie du catholicisme recherche une droite qui n'existe pas. Une droite libérale et conservatrice et non pas la droite de la droite. Beaucoup d'électeurs fillonistes catholiques passent sans difficulté chez Macron. Donc la question n'est pas là. Je pense que la question pour les catholiques, c'est de savoir s'ils sont capables de dépasser une sociologie pour avoir embrassé un regard plus large sur la situation de la France, la situation du monde, la marche du monde, et quelle vision on peut en avoir. Aujourd'hui, ce que je trouve dommageable, c'est qu'il n'existe pas de mouvement d'opposition crédible au système économique global et à la marche de la globalisation on pourrait assimiler Macron à ça, même si on pourrait mettre des nuances. Et je pense que plutôt que de chercher une droite qui n'existe pas, de courir après une droite qui n'existera jamais, je pense qu'il serait préférable de réfléchir à ces questions-là et de commencer à résister à ces systèmes économiques globaux, mondialisés, financiers. Le pape François en parle beaucoup et ça n'est pas un hasard. Ça fait plusieurs années qu'il insiste là-dessus et on ne prend pas assez en compte toutes ces dimensions-là, précisément à cause d'un prisme sociologique qu'il s'agit de dépasser, à mon avis. Et je suis probablement pas en désaccord, contrairement à ce que tu dis, mais j'ai pas rêvé sur les débats de ces derniers mois. Quand on parle de recomposition, quand on parle de droite hors les murs, on parle de la droite hors les murs, mais alors après, moi, je veux bien que ce soit une majoritairement, vision, c'est la droite libérale conservatrice. Je veux bien que ce soit une vision déformée des réseaux sociaux, du web, etc. Mais je serais le premier, le plus heureux à ce que effectivement on remédie à une vision déformée. C'est une droite, pardon, si je peux me permettre, on ne va pas faire de la sociologie, mais la droite libérale conservatrice catholique et la droite identitaire sont en réalité minoritaires chez les catholiques. Enfin, après, ça dépend ce qu'on met sous l'étiquette catholique. Ouais, mais moi, je vous rapporte, on l'a tous fait, à la grande enquête de Bayard sur les catholiques. La majorité des catholiques n'appartiennent pas à cette droite libérale conservatrice, bourgeoise, et encore moins à la droite identitaire. Donc le problème de ces discussions-là, c'est qu'on ne sait pas de qui on parle. Moi, à titre personnel, je ne me reconnais ni dans l'une ni dans l'autre. Il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent ni dans l'une ni dans l'autre. Ça, ce sont des trucs de Parisiens aussi. Il faut quand même prendre un petit peu de recul. Paul, tu as raison, je ne dis pas que la droite n'est pas, que la bourgeoisie n'existe pas en province. Je dis que ce sont des perceptions qui sont aussi dues à notre métier, etc. Et je pense que la droite identitaire, elle fait beaucoup de bruit, mais elle est numériquement encore très, très, très minoritaire. De toute façon, moi, je vois j'ai quand même un nombre certain d'adhérents, des familles adhérentes, et le mouvement ne s'est jamais stabilisé sur aucun candidat. Sur aucun candidat. Ils se sont beaucoup engueulés, donc certains avaient choisi leur candidat et le défendaient farouchement, mais fondamentalement, il n'y a pas eu une ligne de force claire. C'est pire que ça, c'est qu'on a vu une espèce de migration étonnante, où pour certains, Jean-Frédéric Poisson était censé incarner en fait la chrétienté, la doctrine sociale, je ne sais pas trop quoi. Et c'est même là, en fait, Jean-Frédéric, une fois battu à la primaire, ont jeté leur dévolu par une succession d'actes politiques, etc., l'adhésion de Sens commun à François Fillon, je ne sais pas quoi, mais et soudain, François Fillon, j'espère que j'en parle avec beaucoup de respect, à la fois de Jean-Frédéric et de François Fillon, mais c'est devenu comme le Jeanne d'Arc du moment, et ça d'ailleurs, sa défaite a provoqué la même consternation chez certains, et ça cache aussi le fait que, d'une certaine manière, d'abord, c'est quand même une campagne où il n'y a pas eu beaucoup de thèmes de société qui ont été débattus. De ça, de là, on voyait pointer un peu de PMA,
Macron l'a toujours plutôt judicieusement d'ailleurs dégagé des débats. De toute façon, il a une science pour pas tellement dire ce qu'il veut faire, mais alors, en matière de société, ça a été particulièrement fort. Donc déjà, le chrétien, il était plutôt frustré parce qu'il est très axé sur les problématiques du libéralisme moral, avant d'être une problématique de libéralisme économique. Certains chrétiens, en tout cas. Oui, pas mal de chrétiens, d'ailleurs, enfin, qui sont sensibles à qu'est-ce qu'on doit penser du divorce, le divorce en juste, c'est important, c'est pas important, etc. Bon, il n'y a pas eu de débat là-dessus, pas eu de débat. Et donc, on s'est raccroché comme ça, à quelques miettes qui traînaient ça et là sur la PMA, point barre. Et le reste, ça a quand même donné l'impression, au fait, qu'il y avait une espèce d'arc-en-ciel plus ou moins dégradé dans le libéralisme économique, avec Fillon qui était l'espèce de tortionnaire à 500 000 fonctionnaires, Juppé un peu moins tortionnaire à 100 000, et puis plus raisonnable finalement Macron. Là, on refait la présidentielle. On est sur la même lancée, je crois. Ouais. Sur la même lancée, il n'y a pas de clarté sur les programmes davantage de ce que l'on a vu pendant la présidentielle. Moi, je crois qu'il y a des mouvements, au fond, contradictoires et simultanés. Et il ne faudrait pas se désespérer en pensant que la vague, je pense, très fantomatique et versatile, les foules sont versatiles. Et là, on assiste à un engouement par une conjonction de planètes qui fait qu'il faut se rendre compte, à l'évidence, on voit où est le pouvoir. Mais il y a eu un réveil extraordinairement historique aussi. D'une famille de pensée qui s'était un petit peu imaginée, ghettoisée et finalement déconnectée de l'évolution de notre société. Ce sont des personnes très engagées, très créatives, qui ne défendent pas leur intérêt personnel pour beaucoup, mais qui défendent une vision de la société, et notamment le plus fragile quel qu'il soit. Donc moi, je récuse aussi cette espèce de séparation artificielle qu'on fait toujours entre les cathos prétendument sociaux et les cathos prétendument sociétaux. Ils n'aiment pas qu'on les étiquette comme catholiques en politique, et cette étiquette est devenue infamante. Je comprends qu'ils ne l'aiment pas. Le système du bouc émissaire arrose sur le catho, qualifié d'intégriste, si on peut, pour pouvoir vraiment le discréditer, alors qu'en fait, l'avenir leur appartient. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, la politique se fait à hauteur d'homme, elle se fait par des transformations sociales, et plus, d'une certaine manière, la superstructure est gazéifiée, et avec les surprises qu'on aura peut-être, et plus est validé un engagement politique, pas forcément partisan. Je trouve que c'est très important d'avoir un engagement partisan, beaucoup long, mais je crois aussi qu'une énergie a été dilapidée en imaginant effectivement chercher encore et encore un sauveur. Chercher celui qui va régler tous les problèmes, alors que nous avons à nous en prendre, qu'à nous mène dans notre façon d'intervenir au service de la justice. De ce fait, je pense qu'il ne faut surtout pas imaginer que les chrétiens sont satellisés. Parce que, étant donné qu'ils sont ancrés dans une anthropologie naturelle qui a un caractère universel, correspond aux besoins de tous, ils ont des clés innovantes. Et on le voit, hein, Hollande a embrassé et félicité successivement le fondateur de Simon de Sirène, les fondateurs d'Espérance Banlieue, le fondateur de Lazare, et les chrétiens sont attendus pour transformer la société. Si vous ne connaissez pas ces associations, vous pouvez évidemment trouver le détail sur leurs activités sur notre site internet. C'est comme ça, Paul, que les catholiques se situent dans la société, vont continuer à se situer, à faire cette politique dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire par il faut le souhaiter. Le Alors, terrain. toutes les associations là que tu viens de citer, ça, il faut le souhaiter. Après, encore une fois, les catholiques, tout dépend de qui on parle, quoi. Moi, je connais ceux avec qui je travaille, ceux avec qui j'habite. Mes qui parents sont assez divers chez Limite, par exemple. Ah oui, alors chez Limite, on n'a pas que des catholiques, et donc du coup, ça nous fait du bien, parce que ça... Il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des rouges, il y a tout ce que... Voilà. Et c'est bien, parce que ça nous remet en question. Mais on ne fait jamais l'expérience immédiate du catholicisme. On fait l'expérience de catholiques qui vont dans une paroisse. Voilà. Donc oui, ça, il faut espérer que tout le monde... En tout cas, qu'il y a un mouvement... qui traverse, qui transpire chez chaque personne qui se sent catholique, et que ce mouvement-là, ce soit celui de l'engagement politique au sens où j'ai défini, hein, c'est-à-dire il y a un problème dans mon quartier, il y a trop de SDF, on va les aider, il y a trop de ci, il y a trop de ça, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Voilà, c'est ça la politique. Et ça, c'est une réponse à cette ubérisation de l'ensemble. Ça peut être une réponse, et puis surtout, en fait, on s'aperçoit que quand on est bien organisé, ça marche, entre guillemets. Ça marche, c'est-à-dire que les élus locaux, etc., le voient et se servent de ça
porter des projets. Et moi, C'est je pas pense que des choses invisibles. Hein. Ce que dit Paul, c'est même, à mon sens, probablement le fonctionnement politique de demain. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose face à quoi on est un peu embêté, c'est qu'on avait des fonctionnements politiques très structurés, avec la politique, c'est fait par les députés, les partis, c'est très organisé, la vie, c'est organisé par des lois, et en fait, on se rend compte que c'est de moins en moins le cas. Ce que tu dis, il suffit de lire le site d'ATD Quart Monde. Dans les années 90, ATD Quart Monde, sa revendication, c'était des lois pour les défavorisés. Et aujourd'hui, sur leur site, ils disent « Maintenant, le temps est venu de la mobilisation de chaque personne auprès des vulnérables ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont senti, parce que c'est des hommes de terrain, la limite de la loi. Ouais. Mais des lois, mais il y en a des paquets au fond des placards. Et on se plaint toujours qu'il y a trop de papier et qu'elles ne servent à rien. C'est l'action de proximité. Ça me fait qui la penser à... J'ai fait un entretien donc, avec le Secours catholique dans le dernier numéro, et il disait... des lois, on en a fait, etc. Maintenant, ils ont plus besoin de ça. On a besoin d'être présent. C'est vraiment... Pourtant, c'est des mecs quand même qui bossent, qui font des plaidoyers. Le CCF dit exactement la même chose. Le CCFD, ce sont des gens qui font des plaidoyers, etc., mais qui reconnaissent qu'ultimement, c'est peut-être pas suffisant. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des prises de conscience individuelles et que ça transpire, encore une fois, que ça vraiment, que ça inonde, ça irrigue la société. Oui, mais la question qui est l'homme, si elle n'est pas résolue, la politique est vaine à mes yeux. Et l'inquiétude, c'est vrai qu'on a. Alors je parle peut-être plus dans les champs d'activité qui sont les miens, c'est que on poursuive ce que moi j'ai appelé la casse sociétale, les 36 lois de casse sociétale. Il y en a une 37e qui nous menace, à mes yeux, hein, c'est la PMA ouverte pour les femmes et qui vient briser franchir cette ligne rouge qui est l'altérité sexuelle dans la filiation. Donc à partir du moment où on franchit cette ligne, beaucoup de choses peuvent arriver. Et c'est vrai que de ce point de vue, je regrette qu'au plan politique, l'influence des chrétiens, cette fois, se soit presque jouée à quitte ou double, sur un prix de costume, peut-être, simplement. Et là, effectivement, on voit arriver les conseils ministériels, on voit arriver l'influence des loges, peut-être, etc. Et ça change la donne. Et je pense qu'en France, même si je suis d'accord pour dire qu'il y a pléthore de lois, les lois ont une influence sur les mœurs considérable. Il y a comme une soumission de beaucoup de gens vis-à-vis de la loi, qu'ils assimilent au bien, au faisable, donc au bien. Donc, grave erreur. De ce fait, je pense qu'on a besoin de l'anthropologie chrétienne pour protéger dans notre pays les plus fragiles. À tous les niveaux. Tu vois bien qu'en même temps, tu montres la faiblesse essentielle de notre approche, qui est de penser, en fait, que la seule protection de bonnes lois, ou le seul fait d'éviter de mauvaises lois pourrait sauver la France. Mais le problème de la France, c'est d'abord, en fait, que l'anthropologie, il faut l'approfondir. Sur le terrain, oui, bien sûr. Et en plus, il faut que les Français se l'approprient, si tu veux. Donc, ça montre l'importance, en fait, de l'action éducative, de l'action de proximité, pour donner une consistance concrète, en fait, à des trucs que sinon les gens le perçoivent comme des espèces de trucs un peu fumeux, et ils disent, mais moi, il ne faut pas restreindre la liberté des autres. Personnellement, je ne toucherai pas à ça, mais faut-il empêcher quelqu'un de le faire ? Chacun son opinion et sa conscience. Tu vois, c'est en cela où, je pense, le chrétien, probablement, qui rentre dans une phase où il a intérêt, c'est très important pour tout le monde, de s'investir dans la proximité. Nous, on essaie de tenir le terrain, mais aussi sans lâcher quand même l'implication dans le pouvoir, parce que le libéral libertaire, s'il tient la société sur le plan à la fois médiatique et politique, c'est aux marges qu'on va être créatif, aux périphériques qu'on sera créatif, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une traduction politique de la protection des plus fragiles. Hein. C'est tout simple. Pensons, je sais pas, la peine de mort, par exemple, hein, qui est abolie en France, elle est abolie. Et ça change la donne sur un certain nombre de sujets. Eh bien, parce que, d'une volonté assez affirmée et contre l'avis de peut-être une majorité de personnes, des personnes éclairées nous ont protégés de ce qui, à mes yeux, serait une dérive, cette peine de mort. Mais on voit bien que c'est une volonté politique qui a obtenu. Moi, je rêve pour la loi sur l'avortement qu'elle soit juste un jour désuète. Tu sais qu'il y a une loi qui, normalement, oblige à courir devant un automobile avec un chiffon rouge pour prévenir que c'est dangereux. Mais on n'a jamais aboli cette loi. Elle a été aggravée 14 fois en 5 ans. 14 fois aggravée en 5 ans. Oui, mais à un moment donné, je pense aussi qu'il faut qu'on sache qu'en tant que catholique, on peut aussi presque, là je vais peut-être être pessimiste ou négatif, mais enterrer cet espoir
d'avoir une influence suffisante sur la loi. De toute façon, que la majorité soit à gauche ou soit à droite, que ce soit le PS ou les Républicains, ça ne change rien. Sur l'IVG notamment, tout a avancé exactement de la même manière, quel que soit le pouvoir en place. Non, pas totalement. Avec des à-coups. Ça allait peut-être moins vite quand c'était la je pense droite. Au prophète Daniel, à un moment donné, face à des juges... On a eu au bac, on va penser à nos candidats au bac, une question qui, j'espère qu'eux ont eu l'habileté de ne pas puiser leurs exemples dans ceux qui nous sont chers, pour ne pas se disqualifier immédiatement. Mais il y a eu un des sujets qui était « Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ?» Je pense justement que nous, là où on peut essayer d'avoir une influence, c'est de faire en sorte que des lois existent, mais qu'on n'en s'en serve plus. Parce que, de toute façon, elles existeront. Quand on a voulu, là, dernièrement, sur l'IVG, quand certains ont voulu remettre ce sujet dans le débat présidentiel, ont voulu faire plein de bruit sur le sujet, on aboutit à quoi ? On aboutit au vote du délit d'entrave. Donc, au final, on est face à un mur. Il faut plus que l'on arrive, effectivement, à c'est du travail de très longue échéance. C'est vrai qu'on peut se dire on n'y arrivera jamais, mais c'est plus en conquérant les cœurs, en faisant en sorte que dans le cœur des gens, effectivement, ces lois-là deviennent obsolètes. On parlait dernièrement d'une loi qui interdisait aux femmes de porter des pantalons. On s'est aperçu qu'elle était encore en vigueur. Mais voilà, plus personne ne l'imaginait. Erwan Tugdual-Derville ne parle pas de loi passée, il parle de loi qui arrive en parlant de la PMA. Oui, mais de toute façon, on ne va pas se faire d'illusions, elle va passer. Non, mais c'est là que je reviens à cette histoire du monde global, parce que quel est l'enjeu derrière ça ? C'est là, on est là avec nos petits bras à essayer d'empêcher quelque chose, mais c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est l'ouverture du grand marché de la procréation, c'est-à-dire du plus grand marché mondial qu'on puisse imaginer. C'est une étape de ça. C'est peut-être la manière ou la porte d'entrée pour expliquer aux gens la nocivité de ces lois, parce que ce sont bien des lois, il y a des portes qui s'ouvrent, je suis d'accord avec Tugdual-Derville, que ce qui est poursuivi, c'est un objectif marchand, parce que le principe de notre monde, c'est la marchandisation. C'est pour ça que le plus fragile se retrouve sur le côté. D'une personne, seule parfois, de dire non. C'est très important, même quand il y a un consensus, qui est une voix qui s'élève, je pense à celle de Daniel dans l'affaire de Suzanne et les vieillards. Eh bien, Daniel, qui est un jeune magistrat, face à deux magistrats libidineux qui vont faire assassiner Suzanne, il l'ouvre. Il dit « Je suis innocent du sang de cette femme ». Alors, le faire dans la douceur, on essaie de faire ça dans la douceur, de rencontrer les personnes, mais il faut que cette voix soit dite. Donc autrement dit, là, je suis pas d'accord pour dire ça va passer. Non, il faut s'organiser. D'accord ou pas d'accord, ça va passer. Non, c'est rien, je parle pas de sûr. Ça va passer, le futur, on n'en sait rien. Je n'ai aucune illusion, ça passe pas. Mais je continuerai les uns pour laisser passer les lois et les autres contre le... Bon, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a un travail législatif et sur lequel... Non, pas du tout. Non, je pense que... Non, les vraies positions, c'est les positions de synthèse, pas de séparation. Il y a un travail qui se fait à l'Assemblée et sur lequel nos mouvements, de toute façon, resteront mobilisés, évidemment, pour être ceux qui continuent à dire ce qu'il faut dire, évidemment, pour que les choses soient au moins dites. C'est l'honneur de l'humanité, de toute façon, qu'on porte d'une certaine manière, en toute modestie, et en même temps, sans aucune naïveté, en se disant que de toute façon, une loi, si c'est pas le français qui la porte dans son cœur, de toute façon, il va continuer à faire des sorties de route. Et donc, c'est les deux qu'il faut tenir. C'est comme ça. On a mis 800 000 personnes dans la rue contre une loi dernièrement. Elle est passée. Laquelle ? La loi Taubira. Mais non, elle n'est pas passée comme il le voulait, justement. Moi, j'ai jamais dit que c'était une défaite. J'ai jamais dit. C'est une demi-victoire. La PMA n'est pas passée parce que la manifestation principale a eu lieu avant les travaux parlementaires. On a fait très attention, 13 janvier. Les travaux parlementaires ont vu la mobilisation de rue. Et dans l'avenir, avec 400 députés, il n'y aura pas vraiment de débat à l'Assemblée, si ça se fait comme on le craint. Et il faudra, par conséquent, des mobilisations dans la rue, des mobilisations citoyennes, de différentes formes. Mais je pense que, justement, je ne me mets pas dans une optique de penser qu'il y a une défaite politique avancée, parce qu'à ce moment-là, on lâche tout et on se replie dans des ghettos. On lâche pas tout, on continue d'expliquer exactement ce que disait Guillaume, que la PMA, qui certainement est une façon de nous faire aussi avancer vers la GPA, c'est la marchandisation de la filiation. Oui, on le dit, on l'explique, on l'exprime. Mais en revanche, est-ce qu'il faut consacrer notre énergie sur le débat législatif ?
Je pense que Moi, j'entends bien cette répartition des rôles. En tout cas, il y a des mouvements et il y a un certain nombre d'organisations, d'associations constituées qui font aussi ce travail auprès de ceux qui font les lois. Et je pense que c'est important, cette participation à la vie publique au sens y compris du débat législatif et de sa gestation. Mais ce que j'entends aussi et qui me semble important et que tu avais souligné aussi dans un de tes billets, c'est la politique d'abord autour de nous, la contribution au bien commun, pour reprendre le titre qu'évoquait Tugdual tout à l'heure, et peut-être plus pour des cathos aujourd'hui, reprendre ou prendre toujours plus conscience que notre engagement politique, il est là, il est d'abord autour de nous, auprès du voisin dont parlait Paul, et pas d'abord dans la projection vers une représentation des catholiques, qu'elle soit de droite, de gauche ou d'autre chose. Ça va bientôt être l'heure de conclure. Avec Philippine sur ce sujet. Il y a eu un espoir chez certains, une projection. Une fougue, une impatience à traduire de manière partisane, et c'est très français ça finalement, un mouvement social qui n'a pas fini de donner sa fécondité dans le temps. Et oui, moi je suis d'accord avec Jean-Luc Marion sur l'idée qu'on doit vivre un moment catholique. C'est petite apologie pour un moment catholique, il vient d'écrire ça, et il dit c'est le moment où un certain nombre de principes catholiques vont apporter quelque chose à la société. Donc si on veut terminer sur quelque chose de positif, moi je dirais ça. Guillaume, c'est admirable. Il sera justement dans l'esprit des lettres le dernier vendredi du mois de juin pour en parler. Donc c'était pas coordonné notre affaire. L'important, c'est de rester le vendredi soir sur KTO. Comme ça, d'une émission à l'autre, ils se renvoient. Je vous assure qu'on ne sait pas s'ils se parlent entre-temps. Mais un petit mot, un petit point de vigilance, d'attention, d'encouragement. Oui, un petit message pour les Français et les catholiques français. Oui, il y a un risque, en fait, qu'on se mette sur le bord de la route à regarder les rameurs ramer de travers, parce que de toute façon, il n'y a vraiment rien d'intérêt. Je crois qu'il va nous falloir être très, comme on dit aujourd'hui, pragmatique. Et quand il y a quelque chose qui va nous paraître bien, qui serait tenté, il faut accompagner. Ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas tous ou tout bons ou tout mauvais. Ça n'existe pas. Et s'il y a quelque chose de bon qui part quelque part, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise quand même, ramons avec les autres. Et en même temps, quand il y a quelque chose à dire qui va dans le sens contraire de ce qui se dit trop souvent, le dire aussi. Donc... Je suis d'accord avec ça. Aucune raison de désespérer. Plus que jamais nécessité, au contraire, de s'engager. Et je pense qu'on a besoin, justement, de nous, dans une société où il y a tant de souffrance et de solitude. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que la place du catholique, c'est aux périphéries. Donc, dès lundi matin, il faut y retourner. Même si ça coûte, même si c'est dur, la place du catholique, c'est aux périphéries. Je pense que c'est la ligne de conduite de tout catholique. Oui, moi dernièrement, je reprends souvent cette parole, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On n'est pas la terre, on n'est pas le monde, on est une petite partie, mais qui est aussi là pour mettre en valeur ce qui fonctionne bien dans le monde et pour l'accompagner, pour rehausser sa saveur, pour l'accompagner. Prenons garde effectivement d'être toujours à l'opposé du monde et d'être perçus comme étant des gens qui ne sont jamais contents et toujours en contradiction. Il faut signaler les contradictions nécessaires, mais pas uniquement. Merci infiniment à tous les 5 d'avoir participé. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir et puis peut-être tout au long de cette saison. Merci à tous ceux qui ont participé via les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous à la rentrée, mais d'ici là, je vous le disais, encore beaucoup d'autres rendez-vous à venir les vendredis soirs de juin sur KTO. La semaine prochaine, Sans langue de buis. La semaine suivante, l'esprit des lettres à ne pas manquer. Merci à tous. Bonne soirée.